Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de notre émission favorite, Parlons laïcité. Et encore une fois, merci à la MJC Simone Signoret de nous accueillir dans ses locaux. Cette année, vous allez voir, il y a quelques petites modifications dans notre émission. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre et nous faisons l'émission de 19h à 21h. Mais je vous rassure, les autres émissions reprendront nos horaires habituels, 17h, 19h. C'est l'émission de rentrée, quelques petites exceptions. Cette année, on va pouvoir faire des émissions qui auront lieu ici, à cette MJC Simone Signoret à Ivry-Courcouronnes. Et nous reviendrons aussi dans nos locaux habituels, toujours dans le réseau d'échange réciproque de savoir à Ivry-Courcouronnes, mais ce côté pyramide de ce coup-ci. Et puis quelques nouveautés aussi, puisque nous avons un animateur qui s'appelle Alain. Bonjour Alain. Bonjour Jérémy. Voilà, Alain va pouvoir, à chaque fois pendant la première heure, interviewer l'invité. Et je vais du coup pas présenter l'invité, puisque je laisserai Alain le soin de le faire avec notre invité surprise. Mais le thème quand même, c'est laïcité et astronomie ce soir. Comme d'habitude, vous aurez la première heure de présentation du sujet, deuxième heure, questions-réponses du public, comme à l'accoutumée. Et on n'oublie pas notre Jean-Cry, notre caricaturiste, qui est là présent sur scène et qui va faire des dessins pendant toute l'émission. Et tous les quelques temps, on va pouvoir le voir pour voir où il en est et comment ça avance. Est-ce que tout le monde est prêt ? On y va pour cette nouvelle année ? Alors, c'est parti ! Parlons laïcité. Bonjour à toutes et tous. Donc, une nouvelle série d'émissions qui va démarrer aujourd'hui. Et je voudrais vous présenter notre invité, Tristan Decker, donc, qui est chargé de médiation scientifique et culturelle en astronomie, planétariste au Musée de l'Air et de l'Espace, aéroport de Paris, Le Bourget. Tristan, bonjour. Bonjour Alain. Alors, un petit mot sur moi pour commencer. Alors, je suis géologue, planétologue et exobiologiste de formation. J'ai étudié les cailloux sur Terre, puis sur Mars. Et l'exobiologie, c'est la science qui étudie l'origine de la vie sur Terre, son évolution et sa détectabilité ailleurs dans l'univers. Je suis actuellement planétariste, je pilote et j'anime un planétarium optomécanique et médiateur scientifique et culturel en astronomie au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. En parallèle, je donne des cours de sciences à domicile, je m'inscris finalement dans la continuité des passeurs de savoir, notamment en astronomie. Dis-moi, où en est l'état des sciences aujourd'hui en termes d'astronomie ? Alors, on a fait pas mal de découvertes, mais il reste surtout beaucoup de questions pour l'avenir. Comme par exemple, d'où vient-on ? Que sommes-nous ? Existe-t-il une autre forme de vie dans l'univers ? De quoi est composé notre univers ? Alors voilà quelques interrogations auxquelles les astronomes modernes essayent de répondre. Ce sont d'ailleurs des questions qui ont intéressé les astronomes de tout temps. Vous êtes peut-être aussi posé ce genre de questions, c'est de l'ordre de la métaphysique. On va essayer de voir ensemble comment ces questions ont été traitées au cours de l'histoire. De l'histoire, donc on va remonter le temps. On va essayer de poser quelques mots et notamment la définition de l'astronomie. Alors, si on regarde le Larousse, on peut lire la définition suivante. Nom féminin, science qui étudie les positions relatives, les mouvements, la structure et l'évolution des astres. L'astronomie englobe donc plusieurs domaines scientifiques. Par exemple, la géologie. La Terre est un astre, donc quand on fait de la géologie, dans une certaine mesure, on fait de l'astronomie. Mais vous avez peut-être entendu le terme astrophysique. Alors c'est quoi la différence entre un astronome et un astrophysicien ? Un astrophysicien s'intéresse à la physique des astres. L'astrophysique est une branche de l'astronomie. Lors de mes travaux de recherche, j'étais plutôt entouré d'astrochimistes. On trouve donc une multitude de spécialités. La cosmologie, la planétologie, l'exobiologie, ce n'est pas une liste exhaustive. L'astronomie moderne vise à comprendre, en s'appuyant sur des faits irréfutables, notre environnement, et ce jusqu'à la plus grande échelle, celle de notre univers. C'est d'ailleurs l'objectif de la science moderne, plutôt savoir que croire. C'est une vision héritée de quelques décennies d'un enseignement basé sur les faits, doté d'une rigueur, d'une méthode scientifique. Et pourtant, l'astronomie
est peut-être la science qui est la plus imprégnée des différentes mythologies et religions. Je vous propose donc de retracer quelques éléments de l'histoire d'une des plus vieilles sciences du monde et de questionner son rapport aux croyances, avec en question sous-jacente, la science est-elle opposée aux religions? Peut-on faire cohabiter science et religion? La science ne serait-elle pas une mythologie moderne? Alors depuis la nuit des temps, l'être humain a observé le ciel et a essayé d'en comprendre le sens. Il a d'ailleurs organisé son mode de vie en fonction de lui, le rythme journalier, l'alternance entre le jour et la nuit, l'orientation, la gestion de ses denrées alimentaires en fonction des variations saisonnières et l'établissement de calendriers, qu'ils soient solaires ou lunaires. Petite parenthèse, l'être humain n'est pas la seule espèce à vivre en fonction des paramètres astronomiques. Toute la biosphère est soumise à son influence. On peut d'ailleurs citer le bousier, qui, comme les humains, les oiseaux et les phoques, s'oriente à l'aide du Soleil, de la Lune, et même pour certaines espèces, par la lumière de notre galaxie, la Voie lactée. Il serait bien évidemment trop long de raconter des millénaires d'évolution de cette science consacrée aux astres. Je vous propose donc de présenter quelques événements par période. Alors il est très difficile d'évaluer les connaissances en astronomie des hommes préhistoriques, car il n'y a pas de traces écrites. Néanmoins, certains sites mégalithiques semblent présenter des orientations préférentielles concordant avec le lever et le coucher du soleil, ou coïncidant avec le lever de certaines étoiles. Certaines peintures rupestres semblent aussi représenter des astres, comme l'amas des Pléiades, sur un motif pariétal de la grotte de Lascaux. Alors on peut essayer de lier les cartes du ciel aux croyances des anciens. On peut par exemple prendre l'exemple de l'astronomie égyptienne. Alors des travaux récents ont été menés par Amandine Gipoulot. Elle est archéoastronome au service de l'égyptologie et s'est intéressée à l'orientation de différents temples de Thèbes ouest pour voir s'il y avait des corrélations entre les azimuts des différents édifices religieux et des phénomènes astronomiques. Alors bien sûr, il faudra approfondir ces recherches, mais on peut déjà noter des alignements, notamment avec le lever iliaque de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Alors un lever iliaque signifie un lever au moment du lever du soleil, donc à l'aube. On pourrait aussi noter, mais ça reste à confirmer, une orientation préférentielle vers la constellation d'Orion, représentant Osiris ou même Ça pour les anciens. Et ce lien entre les divinités et les astres n'est pas une particularité de l'Égypte ancienne, on peut le retrouver ailleurs. Alors maintenant, changeons de région géographique, direction l'Amérique centrale, on peut s'intéresser à l'astronomie chez les Mayas. Alors peu de données sont disponibles, car les colons espagnols ont brûlé une grande partie des archives mayas, mais il reste quelques documents, les codex mayas. Dans celui de Dresde, le mieux conservé, le plus complet, on y trouve des tables astronomiques, reportant avec précision les mouvements du Soleil, de la Lune et même de Vénus. Ils étaient capables de prédire les éclipses au jour près. Vénus était d'ailleurs associée à la divinité Kukulkan, et la présence de Vénus dans le ciel la matinée amenait une période propice à la guerre. Dans le Codex de Paris, conservé à la Bibliothèque nationale de France, certains chercheurs pensent même qu'ils avaient dessiné leur constellation zodiacale. Mais c'est controversé, il y a bien des dessins, mais ils sont reliés à aucune étoile. Alors qu'en Chine, par exemple, on a bien des représentations d'astérismes, de constellations. D'ailleurs, là-bas, l'astronomie a un rôle politique, on parle de mandat céleste. Alors maintenant, allons voir ce qui se passe chez les Grecs de l'Antiquité. Alors dans la lignée des pythagoriciens, Platon s'intéresse à la géométrie de la Terre. Alors petite pensée pour les platistes, dans le Timée, paru en 360 avant Jésus-Christ, Platon explicite déjà la forme sphérique de la Terre. Pour lui, c'est une forme parfaite, divine, il défend une astronomie mathématique. Aristote, quant à lui, va s'opposer à Platon et à son monde de l'intelligible par une approche plus sensitive, plus empirique, plus physique. Il propose un modèle géocentrique comprenant le monde supralunaire, parfait, immuable, composé d'éther, et celui sublunaire, avec les 4 éléments, un monde changeant. Il défend une connaissance empirique des phénomènes. On retrouve les deux philosophies, imagées dans la peinture de Raphaël, l'école d'Athènes, avec les deux protagonistes au centre du tableau, Platon le doigt pointé vers le ciel, plus conceptuel, théorique, le monde des idées, et Aristote la main tendue vers l'avant, plus terre-à-terre, à l'épreuve de l'expérience. Alors on peut aussi parler d'Ératosthène. Alors outre son calcul quasi exact de la circonférence de la Terre, il a écrit les Catastérismes au IIe siècle avant Jésus-Christ, où il décrit précisément l'arrangement des astérismes, ces lignes
qu'on trace en reliant les étoiles très brillantes et les constellations auxquelles elles appartiennent. Et il entremêle les caractéristiques physiques des étoiles et les histoires mythologiques des constellations. On peut par exemple raconter l'histoire de la constellation de Céphée. Alors Céphée, c'était un grand roi d'Éthiopie, et il avait pour épouse, juste à côté, Cassiopée. Et Cassiopée, elle était célèbre pour sa vanité. Elle racontait à tout le monde que sa fille Andromède était la plus jolie, et ça énerva beaucoup les dieux, notamment un, Poséidon. Poséidon ne pouvait pas concevoir qu'une simple mortelle soit plus jolie que ses propres filles, les Néréides, qui étaient des déesses. Alors pour exprimer sa colère, il envoya un monstre marin, Cétus, ravager les côtes d'Éthiopie. Alors pour apaiser la fureur de la bête, un oracle conseilla au roi Céphée de sacrifier sa propre fille. C'est ce qu'il fit, et Andromède fut enchaînée à un rocher. Mais ça, c'était sans compter sur Persée, ce grand héros de la mythologie qui est revenu de son combat contre Méduse, la tête de Méduse entre les mains, pétrifia avec le regard de Méduse le monstre marin, délivra la jeune princesse et l'épousa. Alors ça, c'est une des histoires qu'on peut raconter à l'aide des constellations. Bien sûr, il y en a des milliers. Si on retrouve la constellation la plus connue de notre ciel boréal, la Grande Ourse, et bien la Grande Ourse, ça représente Callisto. Et Callisto, c'était une maîtresse de Zeus. Et sa femme, Héra, étant très jalouse, transforma Callisto en ours. Malheureusement, elle avait déjà mis au monde un enfant, Arcas. Héra étant très vicieuse, elle fit en sorte qu'Arcas devienne chasseur pour qu'un jour, il chasse sa propre mère. Alors Zeus vit le drame arriver, et au dernier moment, il dévia la flèche qui devait être mortelle pour Callisto, transforma à son tour Arcas en ours, les prit tous les deux par la queue, les fit tournoyer autour de sa tête, et les envoya aux cieux. C'est ce qu'on appelle faire une catastérisation, transformer un être en constellation, ou en étoile, ou transférer son âme dans le ciel. Attends, tu peux reprendre une quoi? Une catastérisation, ouais, c'est assez compliqué à prononcer, et c'est vraiment le fait d'amener aux cieux un être. Alors le ciel est finalement un écran où on projette ses croyances et son héritage culturel. Alors j'ai pris l'exemple gréco-romain que l'on connaît bien en Occident. C'est d'ailleurs devenu une dénomination universelle pour le nom des constellations. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que chaque peuple a raconté son histoire à l'aide du ciel. Les cartes du ciel sont donc des miroirs qui reflètent les différentes civilisations. Alors tout le savoir astronomique de l'Antiquité est compilé dans l'Almageste de Ptolémée, paru en 150 après Jésus-Christ. Alors quand je dis compilé, c'est que c'est un ouvrage constitué de 13 volumes. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et ça va rester la référence pendant plus d'un millénaire. Alors ce serait mentir de dire que rien de plus n'a été apporté pendant les siècles suivants, mais pas de révolution majeure. On affine juste un peu les modèles pour que ça colle plus finement aux observations. Alors après la chute de l'Empire romain, on va ensuite rentrer dans une autre période de l'histoire, le Moyen-Âge. Alors c'est une période qui a duré à peu près un millénaire. Je vous propose de compresser le tout en 5 minutes et de s'arrêter sur le personnage de saint Thomas d'Aquin. Alors je ne vais pas m'attarder sur toute la vie de saint Thomas d'Aquin, mais je vous propose de vous parler du tableau médiéval du peintre italien de la Renaissance, Benozzo Gozzoli, exposé au Louvre et qui s'intitule « Le triomphe de saint Thomas d'Aquin ». Alors c'est un tableau divisé en 3 parties. En haut, une représentation du Christ, de Moïse, saint Paul et des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au centre, on retrouve saint Thomas d'Aquin avec à ses côtés les philosophes païens, Platon et Aristote, et à ses pieds, le philosophe arabe Averroès. Et en bas du tableau, le pape, des évêques, des cardinaux et prêtres de l'Église. Au centre de la composition, on voit donc saint Thomas d'Aquin qui tient un livre qui rayonne, comprenant un extrait de la Bible et un extrait d'un de ses traités théologiques, la Somme contre les gentils, qui a pour but de justifier la foi catholique contre les infidèles. Alors en bas, le pape guide la discussion avec un livre posé sur ses genoux. La particularité d'ailleurs de ce tableau, c'est que tous les personnages tiennent dans leurs mains des livres. Dans la première partie du tableau, en haut, on voit Jésus dire « Thomas a bien écrit sur moi ». C'est d'ailleurs pour cela que saint Thomas d'Aquin est représenté piétinant Averroès, qui a été considéré par l'Église comme dangereux. Il serait coupable de vouloir montrer que la vérité de la raison, de la philosophie et de la science serait contraire à la doctrine de la foi. À l'opposé, saint Thomas d'Aquin a lui su réconcilier les enseignements du Christ avec ceux des philosophes païens pour les transmettre à l'Église.
Foi et raison ne sont donc pas incompatibles. En 1879, Léon XIII fait de la philosophie de saint Thomas d'Aquin celle officielle de l'Église. Alors là, si on fait une petite pause avec saint Thomas d'Aquin, on s'est arrêté à la moitié du XIIIe siècle. Je vous propose maintenant de faire un bond de 300 ans. Alors on arrive à la Renaissance, à l'aube d'une révolution astronomique. On va parler de la querelle de l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est quoi? Alors c'est par contradiction un petit peu au géocentrisme, ce modèle établi et compilé surtout depuis Ptolémée. Alors l'héliocentrisme, c'est tout simplement de placer le Soleil au centre du monde. Donc finalement, Nicolas Copernic, un chanoine, une sorte de prêtre, a écarté la Terre du centre du monde pour y placer le Soleil. Et ça a eu quand même pas mal de conséquences. Et cette idée a mis du temps à s'imposer, environ un siècle, et il a fallu différents protagonistes pour la mettre en œuvre. Notamment Nicolas Copernic, bien sûr, qui a écrit Des révolutions des sphères célestes en 1543, mais surtout grâce à son disciple, Rhéticus, qui a synthétisé un petit peu la pensée de Nicolas Copernic pour qu'elle soit plus facilement divulguée, mais ça a pris pas mal de temps, voilà, environ un siècle. Alors, il y a eu plusieurs coperniciens, des adeptes de l'héliocentrisme. On peut par exemple parler de Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe était un copernicien modéré. Il aimait bien prendre quelques idées, mais il était assez traditionnel, il restait quand même dans un certain classicisme. Ensuite, on va avoir Kepler qui lui va vraiment pousser et optimiser la pensée de Copernic en proposant même que les planètes ne tournent plus circulairement autour du Soleil, mais avec des ellipses. Et alors ça, il y a eu quand même des détracteurs, notamment Galilée. Galilée, copernicien lui aussi, était très attaché à la forme circulaire des orbites. Donc finalement, on a eu plein de coperniciens, mais ils avaient tous des petites différences. On peut parler aussi de Giordano Bruno, qui a encore eu un sort pire que celui de Galilée, parce que Galilée a été obligé d'abjurer et de dire que tout ce qu'il avait raconté dans ses ouvrages était une erreur, et qu'il se rédomptait dans un certain sens, et qu'il allait arrêter de mentir sur l'héliocentrisme, et qu'il allait finalement adopter le géocentrisme. Alors, bien sûr, Giordano Bruno, ça a été encore plus loin. Lui, il imaginait un héliocentrisme sur un monde infini. Un monde infini, pour lui, chaque étoile, il y avait des planètes qui pouvaient tourner autour. Finalement, il était un petit peu en avance sur son temps, mais ça lui a valu le bûcher en 1600. Donc finalement, c'est bien de rester un petit peu contemporain parfois. Le combat éternel entre le savoir et le croire. Et oui, et là on voit qu'avec l'Inquisition, il y a eu certaines conséquences. Alors, plusieurs coperniciens, finalement, qui ont été difficiles à réconcilier. Alors le lien entre la raison et la foi questionne aussi pendant le siècle des Lumières, donc là on fait un petit bond en avant. On peut par exemple prendre l'exemple de Voltaire. Souvent critiqué pour des propos athéistes, mais Voltaire avait bien la foi. Il était déiste. Il croyait en l'existence d'un être suprême, mais il n'était pas pratiquant. Dans un de ses discours, publié en 1773, il déclare « L'astronome, qui voit le cours des astres établi selon les lois de la plus profonde mathématique, doit adorer l'éternel géomètre. Le physicien, qui observe un grain du blé ou le corps d'un animal, doit reconnaître l'éternel artisan. L'homme moral, qui cherche un point d'appui à la vertu, doit admettre un être aussi juste que suprême. Ainsi Dieu est nécessaire au monde dans tous les sens. Et l'on peut dire avec l'auteur de l'épître au griffonneur du plat livre des 3 imposteurs, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pour lui, il était nécessaire qu'il y ait une présence divine. Si on avance encore un petit peu dans le temps, qu'on s'approche finalement de l'ère contemporaine, on peut parler aussi de Georges Lemaître. Alors c'était aussi un chanoine comme Nicolas Copernic, mais c'était surtout un grand mathématicien et un grand physicien. Il fait d'ailleurs l'hypothèse que l'univers a eu un commencement,
en se basant sur les équations de la relativité d'Einstein. D'ailleurs, Hubble, quelques années après, lui donnera raison en observant que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc forcément, si les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est qu'en remontant dans le temps, elles devaient être confondues en un seul point. On parle alors de l'atome primitif. Alors là, je prends un exemple d'un religieux, mais je pourrais aussi prendre un exemple d'un athée, comme par exemple Stephen Hawking, un grand cosmologiste qui a d'ailleurs dévoilé à plusieurs reprises son athéisme. Dans son livre « Y a-t-il un grand architecte ?», publié en 2010, pour lui la réponse n'a aucun doute, et c'est non. Alors aujourd'hui, les religions, telles qu'elles ont évolué, ne contestent généralement pas les différentes théories cosmologiques, que ce soit celle du Big Bang, de l'univers en expansion et bien d'autres. En revanche, les représentants des grandes religions et de certaines spiritualités considèrent généralement, d'un point de vue symbolique, qu'il existe une cause première à l'origine de la vie, qu'elle nomme Dieu ou par un autre nom. Il reste néanmoins certains mouvements religieux qui persistent à nier les théories scientifiques sur l'univers, affirmant s'en tenir à une lecture littérale des textes sacrés concernant les descriptions cosmologiques. C'est ce qu'on appelle le créationnisme. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, on peut voir aussi une certaine proximité entre la science et la science-fiction. Avec l'accord de l'Union astronomique internationale, des noms ont été proposés pour les astres dérivés de certaines sagas à succès. La sonde New Horizons a exploré le système de Pluton en 2015 et on voit attribuer à Charon, le plus gros satellite naturel de Pluton, le cratère Skywalker, Vador ou Organa, le nom d'adoption de Leia dans Star Wars, mais aussi des noms de cratères ou de monts empruntés à la série Star Trek. Alors imaginons, dans quelques siècles, des archéologues du futur qui retrouveraient nos écrits contemporains. Ne pourraient-ils pas penser à des mythologies modernes ? Alors je vous propose maintenant un petit exercice. Prenez quelques instants et à l'aide de vos connaissances, racontez-moi l'histoire de l'univers. Alors ça pourrait donner quelque chose comme ça. Tout a commencé il y a fort longtemps, il y a environ 13,7 milliards d'années. Dans cet univers, le système solaire s'est créé il y a à peu près 5 milliards d'années. D'abord notre étoile, le Soleil, puis avec les résidus qui tournaient autour, les planètes, dont la Terre. Il y a 3,5 milliards d'années, le vivant a émergé dans les océans terrestres, d'abord sous la forme de bactéries, puis ces micro-organismes ont évolué vers des formes plus complexes, puis par un jeu d'évolution successive vers d'autres espèces qui ont petit à petit colonisé les continents. Alors on arrive à l'époque des dinosaures, il y a 200 millions d'années. Des espèces survivent, d'autres s'éteignent au cours du temps. Les dinosaures s'éteignent, ce qui permet le développement entre autres des mammifères, des primates et des hommes, il y a environ 3 millions d'années. Alors là, je vous présente une succession de faits scientifiques qui font consensus dans la communauté. Alors on peut bien sûr pinailler sur les dates, mais ça reste une histoire où il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Finalement, ça ressemble un peu à un mythe moderne. Alors maintenant, un peu d'imagination. Et à l'image du livre Ismaël de Daniel Keane, imaginons qu'on demande de raconter la même histoire à une méduse. Alors je vous avais prévenu, il faut vraiment un minimum d'imagination. Alors la méduse s'élance et dit « Alors l'univers est né il y a longtemps, très longtemps, environ 13 milliards d'années, puis notre système solaire, notre étoile, le Soleil et les planètes, il y a 5 milliards d'années. La vie est apparue sur notre planète 1 milliard d'années plus tard. Pendant des millions d'années, la vie n'a existé que sous la forme de micro-organismes flottant dans une soupe primordiale. Et petit à petit, des formes plus élaborées sont apparues, des algues, des polypes. Et avec un certain orgueil, elle conclut par « et finalement, la méduse est apparue ». Et ben voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. La première histoire que je vous ai contée est anthropocentrée. Elle devrait finir par « et on arrive à toute la biosphère actuelle ». Et encore, dans ce cas-là, elle est géocentrée. D'autres systèmes planétaires se sont développés avant le nôtre,
pendant et se développeront après, avec peut-être d'autres exemples de vie. Il faut essayer d'adopter une plus grande ouverture d'esprit et ne pas se limiter à ce que l'on connaît. C'est un peu comme quand on apprend l'histoire à l'école. Si on se focalise seulement sur l'histoire de notre propre pays, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est pareil, si on s'intéresse seulement à notre propre espèce et à notre seule planète, c'est compliqué aussi. Quel voyage! Quel voyage! Dis-moi, j'ai ouï dire que notre univers était tellement bien fait que si on changeait dans un certain nombre de constantes et une petite fraction à la 3e, 4e, 10e décimale, il ne pouvait pas exister. Finalement, quand on parle de l'univers, on parle beaucoup de la matière. Et finalement, la matière, c'est un petit peu un déséquilibre. Parce que vous avez certainement entendu aussi parler de l'antimatière. Et normalement, la matière et l'antimatière, ça s'annule. Et finalement, c'est un petit déséquilibre pour la matière qui a donné finalement toute la matière qu'on connaît, les atomes, les étoiles, les galaxies. Et il y en a des milliards de milliards. Est-ce qu'on a une petite idée de la taille de notre univers ? Alors ça c'est compliqué parce que finalement l'univers est en expansion, donc on peut donner la taille qu'à un instant T. C'est pour ça que souvent on parle que l'univers est fini, mais il n'a pas de limite. On peut imaginer un petit peu cette métaphore avec un ballon de baudruche. Si on gonfle le ballon, il est bien fini, il a une certaine taille. Mais si on fait que de souffler à l'intérieur, il va faire que de grossir. Finalement, notre univers, c'est un petit peu le même principe. Donc c'est là où dans notre ballon de baudruche, c'est là où les galaxies s'écartent. Et oui, voilà, les galaxies s'éloignent bien les unes des autres. Là encore, selon mes maigres connaissances, la Terre est dans le système solaire est dans la galaxie, qui elle-même est dans des amas de galaxies, qui elles-mêmes sont dans des Raconte-nous un peu comment ça peut marcher, ça. On a une petite idée de la structure même du tissu de l'univers ? Alors oui, finalement l'univers est vaste. Souvent, on parle de notre planète, puis de la banlieue proche, comme par exemple la planète Mars ou alors notre autre voisine, Vénus. Et on agrandit un petit peu l'échelle, celle du système solaire, finalement la zone qu'on commence à explorer avec les sondes spatiales. Et ensuite, on rentre un peu dans le monde de l'astrophysique. On va essayer d'explorer encore plus loin, mais seulement avec la lumière qu'on recueille de ces différentes étoiles. Et forcément, comme vous l'avez bien dit, notre système solaire, il est bien dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et cette galaxie est dans ce qu'on appelle un amas local, des super amas, et plus on grandit l'échelle, plus on voit finalement la structure de notre univers. Et alors, forcément, des planètes, on en a découvert d'autres. La première exoplanète, une planète qui tourne autour d'autres soleils et d'autres étoiles que la nôtre, elle a été découverte en 1995. Ça a d'ailleurs valu le prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz en 2019, le prix Nobel de physique. Et donc maintenant, on en est à peu près à 5500 exoplanètes découvertes. Il y en a 10 000 qui sont en train d'être analysées, qui sont certainement des exoplanètes. Et maintenant, avec notre technologie actuelle, on va réussir à chaque fois à en détecter plus d'une centaine. Il y a de nouveaux télescopes qui ont été envoyés dans l'espace et on voit de mieux en mieux ce qui se passe d'une façon très lointaine. Et oui, on a le télescope James Webb qui a été lancé récemment, qui est un peu complémentaire avec le télescope spatial Hubble. Souvent on dit que c'est le successeur, mais c'est plutôt un complément, parce que lui va pouvoir observer dans d'autres longueurs d'onde que le visible, il va pouvoir regarder dans l'infrarouge. Et ça nous donne certaines indications et ça nous permet surtout de percer toutes ces petites poussières interplanétaires et d'aller voir au-delà. Donc ça nous permet d'aller voir d'autres galaxies et peut-être d'affiner et de repousser l'âge de notre propre univers qui est à peu près estimé pour le moment à 13,7 milliards d'années. 13,7 milliards d'années. Et nous qui péniblement arrivons vers les 100 ans. Et oui, c'est vrai, c'est pas du tout la même échelle. Ouais, finalement, quand on fait de l'astronomie, on prend un petit peu de recul et ça permet de relativiser un petit peu les tracas du quotidien. Rappelle-nous, on parle en années-lumière, c'est devenu un terme très courant. Ça représente quoi une année-lumière ? Alors justement, une année-lumière, ça va être le temps que la lumière met pour faire justement toute la distance. Donc ce sont en fait des jeux un petit peu d'unité. Il
faut imaginer que le kilomètre, qui est un peu notre unité de base, si on doit s'en servir pour on va dire, les distances qui sont astronomiques, qui nous séparent des différents astres, c'est pas forcément très pratique. Donc souvent on utilise d'autres unités, l'année-lumière, ça peut être aussi l'unité astronomique à l'échelle du système solaire et même des échelles plus grandes, comme par exemple le parsec. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, c'est ça ? C'est bien ça. Et le parsec, ça correspond à combien d'années-lumière ? Et ça va être à peu près un peu plus de 3 années-lumière. Quelle est l'étoile la plus proche ? Alors l'étoile la plus proche, ça va être Proxima du Centaure. Alors elle est environ à 4 années-lumière. Donc il faut imaginer que si on allait à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible pour nous avec notre technologie actuelle, on mettrait finalement à peu près 4 ans pour y aller. Alors il y a des planètes qui tournent autour de Proxima du Centaure. Bon, elles ne sont pas très intéressantes, pas très accueillantes pour le vivant. Donc si on voulait y aller avec nos moyens technologiques actuels, comme par exemple des avions supersoniques, on mettrait à peu près 4 millions d'années pour y aller. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Et comment on appelle ça, la congélation des gens, là, non, ça marche pas encore. Alors la cryogénie, c'est pas encore au point. La cryogénie, c'est pas encore au point. Combien dans une galaxie on peut considérer qu'il y a de soleil ? Est-ce que notre galaxie déjà est une grosse galaxie ? Alors notre galaxie, finalement, c'est plutôt une petite galaxie. Il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. Alors je vous rassure, j'ai pas été les compter. Ça donne un ordre d'idée. La galaxie, par exemple, d'Andromède, elle fait déjà le double de notre galaxie. Et il y en a certainement des beaucoup plus grosses. Andromède, c'est celle vers laquelle on va se précipiter pour fusionner avec, c'est ça, dans quelques millions d'années ? C'est exactement ça, et c'est d'ailleurs la galaxie qu'on peut observer à l'œil nu dans notre hémisphère. Alors il faut un très bon ciel, pas toujours propice dans la région parisienne. Oui, c'est ça, il faut éviter d'avoir des lumières la nuit. C'est une grande campagne en ce moment, ça. Il y a déjà des améliorations quand on regarde les cartes du ciel de la pollution lumineuse. On voit que la période post-Covid améliore un petit peu les différentes cartes. Alors, on ne le fait pas forcément pour les bonnes raisons, on le fait surtout pour des raisons économiques, parce que ça permet d'économiser un petit peu d'électricité. Mais ça a quand même du sens de faire ça et des bonnes conséquences. Alors, ça ravit les astronomes amateurs qui vont pouvoir un peu mieux observer le ciel, mais c'est aussi très bon pour la biosphère, notamment pour les animaux nocturnes, comme par exemple les chauves-souris. Je reviens sur les galaxies. Donc 100 milliards d'étoiles chez la nôtre. Combien de galaxies on a identifié jusqu'à présent ? Et pareil, c'est à peu près des nombres astronomiques, des centaines de milliards de galaxies. Donc finalement, là, on arrive pas vers une infinité, on reste vers quelque chose de fini, mais c'est quand même des nombres astronomiques. Dis-moi, quand j'ai préparé un peu cette émission, là, j'ai posé des questions aux gens autour de moi. Laïcité, astronomie, ils disaient laïcité, astrologie. Et oui, parce que souvent on confond l'astronomie et l'astrologie. Forcément, il y a une racine commune. Donc l'astrologie, ça va être un peu de croire en un certain déterminisme en fonction de la position des astres. Ça revient d'ailleurs pas mal à la mode en ce moment. D'ailleurs, vous avez certainement un signe zodiacal. Ce signe, c'est tout simplement qu'au moment de votre naissance, le Soleil était dans une constellation du zodiaque. Voilà, il y a quand même un lien avec le ciel. Et c'est d'ailleurs un problème qui a opposé souvent les scientifiques, astronomes, souvent aussi astrologues, avec les religieux, tout simplement parce que c'est pas forcément les nouveautés scientifiques qui posaient problème. Ça, les autorités religieuses étaient prêtes à entendre. Mais parfois, les astronomes étaient aussi astrologues et ils voulaient remplacer un petit peu les divinités mises en place par justement un certain fatalisme dû aux astres. Moi, ça m'affole, ces chiffres, 100 000 milliards de galaxies, etc. Où est la vie dans cette histoire ? La vie, dans cette histoire, pour le moment, le seul exemple qu'on connaît, il est sur Terre. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Bien sûr, on essaye de chercher le vivant ailleurs, mais pour le moment, on explore, comme je disais tout à l'heure, un peu la banlieue proche. Donc on y va vraiment en tatillon. On cherche notamment la vie sur Mars. Alors pourquoi Mars ? Tout simplement parce que c'est assez facile d'accès. On peut à peu près envoyer des sondes spatiales tous les 2 ans. Et on sait que sur Mars, dans le passé, il y avait les ingrédients qu'on pense nécessaires à l'émergence du vivant, comme de l'énergie, de l'eau liquide et la présence de matière organique. Et on sait que ces ingrédients ont été réunis
dans certaines régions martiennes, au même endroit et au même moment, et au moment où sur Terre, la vie serait apparue. Donc finalement, pourquoi pas sur Mars? Alors forcément, quand on cherche la vie sur Mars, on ne s'attend pas à trouver des petits hommes verts, on cherche une forme de vie beaucoup plus simple, comme par exemple des formes bactériennes. Mais finalement, essayer de trouver des organismes microscopiques sur une planète qui a quelques dizaines de millions de kilomètres, et tout ça avec des robots qu'on commande à distance, eh ben, c'est pas chose aisée. Alors, ça évolue, notre technologie aussi. On aurait dû envoyer un robot européen. Il devait être envoyé par nos amis russes. Vu le climat actuel, c'est un petit peu compliqué. Mais ce robot aurait été capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur, alors par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est à peu près 6 cm de profondeur. Et plus on creuse profondément dans le sol martien, plus on va avoir accès à des roches fraîches qui vont pas être altérées par tous les processus de surface. Donc du coup, ça peut être intéressant, peut-être, pour préserver des traces fossiles d'une vie très ancienne. Et quand je dis très ancienne, c'est environ entre 3,5 et 4 milliards d'années. Après, on pense qu'on n'a pas de forme très développée, pas de forme vraiment fossilisée comme ce qu'on pourrait avoir sur Terre, des ammonites, etc. Parce que les conditions se sont très vite dégradées sur Mars et on n'a pas pu avoir une évolution vers une complexité de la vie martienne, si jamais elle a existé. Là encore, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'eau partout dans l'univers. Et oui, finalement, l'eau, c'est pas quelque chose qu'on a que sur la Terre. On retrouve de l'eau un peu partout. D'ailleurs, si on explore le système solaire, sur Mars, il y a de l'eau, toujours actuellement, mais plutôt à l'état de glace et de vapeur d'eau. Les conditions ne sont plus réunies pour qu'on ait de l'eau liquide, ou alors vraiment dans de très rares épisodes, mais on va plutôt parler de sel mouillé que de vraiment de l'eau liquide. Par contre, dans le passé, on sait qu'il y avait de l'eau liquide en abondance sur cette planète, mais il y a toujours de l'eau liquide en abondance sur d'autres corps du système solaire, notamment les satellites glacés de Jupiter, les satellites galiléens, qui portent bien leur nom. Ils ont été découverts par Galilée en 1610 avec l'observation à la lunette astronomique, et sur des corps comme Ganymède, Callisto, Europe, on va avoir sous la croûte glacée des océans d'eau liquide. Et dans le cas d'Europe, c'est très intéressant, car cet océan n'est pas bloqué entre différentes couches de glace, il va être directement en contact, certainement avec des matériaux un peu silicatés, comme ce qu'on arrive à trouver dans les fonds abyssaux terrestres, où on sait que des extrémophiles ont réussi à coloniser ces différents environnements. Donc, s'il y a du vivant dans ces zones sur Terre, pourquoi pas dans ces environnements lointains, que ce soit pour Jupiter, ou d'ailleurs même autour de Saturne, parce qu'on pourrait très bien parler du satellite Titan, ou alors même d'Encelade, où on va avoir vraiment des geysers, où on expulse justement de l'eau liquide. Les fameux, au fond de la mer, les fameux fumeurs noirs, c'est ça? C'est exactement ça. Et l'avantage, c'est que ces fumeurs noirs dégagent quand même une certaine énergie, donc on va pouvoir avoir des échanges, s'il y a du vivant, pour avoir peut-être des nutriments et réussir à apporter de l'énergie à ces potentiels organismes. Je vois des têtes sceptiques dans l'assistance, mais les fumeurs noirs, donc ça se situe à hauteur des volcans sous-marins. C'est très chaud, de l'eau très chaude qui sort avec des acides. Et donc, il y a une vie extraordinaire qui se développe autour. On sait ça depuis 10-20 ans. Oui. Et cette vie extraordinaire se développe sans oxygène, puisqu'il baigne dans l'acide qui sort du volcan. Et donc voilà, on voit que... Non, c'est exactement ça. On voit justement que le vivant arrive à s'adapter à différentes conditions. Et sur Terre, c'est vrai que le vivant a colonisé un petit peu toutes les niches écologiques. Alors, tout à l'heure, je vous dis, oui, si on a ces conditions sur Terre et qu'on les retrouve ailleurs dans le système solaire, peut-être qu'on peut trouver aussi du vivant. Alors là, après, il faut se poser la question, est-ce que les extrémophiles qu'on a sur Terre, c'est vraiment des produits d'une évolution qui a été très lente et donc, est-ce qu'on peut vraiment trouver ces organismes ailleurs? Peut-être qu'il faut quand même des conditions peut-être un peu plus clémentes pour que le vivant émerge. Et après, le vivant arrive toujours peut-être à trouver un chemin dans des conditions qui sont un peu plus difficiles. Donc voilà, c'est des questions qu'il va falloir essayer de répondre dans les prochaines années. Et d'ailleurs, on va explorer ces satellites glacés de Jupiter
et de Saturne. Alors d'abord avec des sondes qu'on va envoyer en orbite autour de ces satellites pour faire vraiment une cartographie bien précise, pour ensuite envoyer des sondes spatiales à la surface de ces satellites. Et il y a une mission américaine où l'idée c'est d'aller par exemple sur Europe, le satellite de Jupiter, et une fois qu'on se pose à la surface, essayer d'aller creuser la croûte de glace, libérer un petit sous-marin, explorer cet océan lointain. D'ailleurs, le sous-marin est déjà en construction. Et pourquoi pas trouver des formes de vie. Et dans le grand cosmos, on va dire, de l'eau, on en trouve ? Alors oui, pareil, de l'eau, on en trouve un petit peu partout. Il faut imaginer que l'eau, c'est une molécule, c'est une association entre de l'hydrogène et de l'oxygène, et ça, ce sont des atomes qu'on retrouve un peu partout dans l'univers. Finalement, tous les atomes, tous les éléments même de la classification périodique des éléments de Mendeleïev, tous ces éléments sont universels, donc on les retrouve partout dans l'univers. Et on les décode avec les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Alors oui, forcément, pour le moment, on n'observe pas non plus tout l'univers. On n'a pas une connaissance très précise de la composition de tous les objets qui composent l'univers. Quand je vous parlais par exemple tout à l'heure des exoplanètes, les 5500 qu'on a découvertes, c'est juste en observant moins d'1% des étoiles de notre propre galaxie. Donc voilà, pour le moment, on commence à explorer notre galaxie et notre univers. Les principaux défis de l'astronomie dans la dizaine d'années qui vient, là ? Alors, ça va être de mieux comprendre les cycles stellaires, essayer de mieux comprendre comment évolue l'histoire d'une étoile, parce que c'est assez complexe. En fonction de la masse des étoiles, on va avoir des destinées un petit peu différentes, soit se transformer en géante rouge, en naine brune, ou alors quand on a des étoiles vraiment supermassives, en supergéantes, ou même en trou noir. Oui, essayer de mieux comprendre. Pardon, notre petite étoile jaune est vraiment très petite. Oui, c'est vrai que le Soleil, c'est plutôt un petit gabarit, une petite étoile. Il lui reste encore du carburant pour environ 5 milliards d'années. Et d'ailleurs, ça va poser un problème aussi pour le vivant. Parce qu'on ne sait pas si le vivant doit être éternel, le vivant terrestre, ou même l'espèce humaine. Donc si l'espèce humaine se veut éternelle, il va falloir qu'elle redevienne nomade. Et qu'elle migre de planète en planète pour survivre. Mais bon, il faut se rassurer, c'est dans très très longtemps. Ça, c'est dans 5 milliards d'années. La panne de carburant du Soleil. Avant, il y aura la panne d'autres carburants, notamment le pétrole. Et si on survit au prochain réchauffement ? Alors oui, ça aussi, c'est un défi majeur. Alors, c'est vrai qu'on parle des 5 milliards d'années qui peut rester de carburant au Soleil, mais on peut aussi parler du fait que la Terre, alors au-delà du réchauffement climatique par les différentes actions, notamment anthropiques, la Terre, globalement, se refroidit. Tout simplement parce qu'au moment de sa collision, elle a engendré beaucoup d'énergie, et cette énergie, elle se dissipe, donc l'intérieur de la Terre se refroidit. Et ça a des conséquences, parce que la Terre, c'est un peu comme un oignon, on va avoir différentes couches, la croûte, le manteau, le noyau, et le noyau est subdivisé en deux parties, un noyau liquide, et au centre, un noyau solide. Et plus la Terre se refroidit, en son centre, plus le noyau solide grignote le noyau liquide. Malheureusement, c'est dans ce noyau liquide qu'on a tous les mouvements de convection, et ces mouvements de convection permettent notamment le champ magnétique, notre super bouclier qui nous protège des rayons cosmiques. Donc voilà, on peut estimer déjà que dans environ 2 milliards d'années, on n'aura plus de champ magnétique, et si on n'a plus de champ magnétique, ça va être très compliqué pour toute la vie à la surface de la Terre, donc à moins de construire de gros bunkers, il va falloir déjà commencer à envisager d'autres solutions. Mais bon, pareil, 2 milliards d'années, c'est dans très très longtemps, donc pour le moment, pensons à bien préserver notre propre planète et à faire des efforts pour que ce soit notre propre survie ou alors la survie de toute la biosphère. Comme Mars n'a plus de champ magnétique ? Oui, c'est vrai que Mars, c'est un peu une planète géologiquement morte. Il faut imaginer que Mars, par rapport à la Terre, c'est à peu près la moitié de la planète, d'un point de vue taille. Donc forcément, elle se refroidit beaucoup plus vite. Et donc, on n'a pas eu tous ces mouvements de convection. En tout cas, on ne les a plus actuellement. Et ils se sont très, très vite arrêtés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a à la surface de Mars des conditions qui sont très extrêmes actuellement. Contrairement à Vénus, qui est la même taille que la Terre. Oui, voilà, Vénus, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent la jumelle de la Terre. Alors,
Elle est jumelle que parce qu'elle fait à peu près la même taille, hein, parce qu'il faut imaginer que Vénus, un peu plus proche du Soleil, a une pression atmosphérique 93 fois plus puissante que sur Terre, donc on serait vraiment aplati à la surface de Vénus. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a envoyé des sondes là-bas, notamment les sondes soviétiques, les sondes Venera dans les années 70, elles n'ont pas duré bien longtemps, parce qu'elles ont été un peu écrabouillées à cause de cette pression atmosphérique. Et en plus, il fait extrêmement chaud, en moyenne 460 degrés Celsius, parce que cette atmosphère est majoritairement composée, même essentiellement composée, de CO2. Donc on a vraiment un effet de serre immense au niveau de cette planète. Donc étudier Vénus, et notamment son atmosphère, son effet de serre, c'est mieux comprendre aussi l'effet de serre qui se passe sur Terre. Donc c'est pour ça que explorer les planètes du système solaire, ça permet d'avoir des laboratoires naturels qui permettent parfois de mieux comprendre aussi des phénomènes terrestres. Je reviens sur les enjeux de l'astronomie dans les 10 ans à venir. Y en a-t-il d'autres? Alors oui, toutes les questions un peu qu'on a posées au début, notamment trouver le vivant ailleurs. Alors, on ne peut pas vraiment poser cette question comme ça, parce que si on veut trouver le vivant ailleurs, ça veut dire qu'on s'attend déjà à trouver quelque chose. C'est pas comme ça qu'on fonctionne en science. En science, on explique surtout comment et pas pourquoi. Donc, on va essayer de trouver les ingrédients, mais peut-être que le vivant n'a pas existé ailleurs, ou alors on cherche dans une zone un peu trop proche et il faudrait pouvoir explorer des contrées bien plus lointaines. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, merci pour cette introduction au propos. Bien sûr, on va passer la parole publique. Je vais juste regarder du côté de notre Jean-Cri pour lui demander, ça avance un petit peu les dessins que tu es en train de nous faire ? Oui, ça avance. C'est inspirant. Alors, en termes de dessin, j'ai pensé, vous en parliez tout à l'heure, donc Galilée. Donc, dans les dessins qu'on va faire circuler, j'ai donc quelqu'un qui arrive, de l'Inquisition, qui arrive avec dans l'esprit justement la Terre au milieu et puis les planètes qui tournent autour. Et ce monsieur dit Galilée, tu te tais ou je te tais? Et il répond, et pourtant elle tourne. Un autre dessin sur y a-t-il d'autres vies dans l'univers? Là, c'est des Martiens qui arrivent en tenant des croix. En face, il y a un Indien et il dit, donc les Martiens disent dans leur langue, repentez-vous, pauvres terriens. Et puis l'Indien qui est là, il dit, ça me rappelle quelque chose. Et puis le dernier, c'est quelqu'un qui regarde à travers une lunette, une longue vue, et donc il voit dans les nuages une représentation de Dieu. Et donc il dit « Star is born » et il répond « Tu peux m'appeler Dieu ». Voilà où j'en suis pour l'instant. Eh ben merci Jean-Cri, puis on reviendra vers toi un peu plus tard. Alors, on avait des demandes de parole dans le public, donc on va commencer à passer le micro. Juste à la suite de ce que vous nous disiez sur, en faisant le lien avec l'infinité de la taille de l'univers, le calcul de probabilité, la probabilité, c'est qu'il y a une infinité de formes de vie dans l'univers. Comme on ne peut pas observer très loin, on ne peut pas s'en rendre compte, mais j'imagine que pour chercher des crédits, quand on est exobiologiste, c'est un argument important. Alors oui, bien sûr, on retrouve l'argument un peu statistique. On a notamment l'équation de Drake, qui prend en fait différents facteurs et qui calcule plusieurs probabilités. La probabilité de trouver des planètes autour d'autres étoiles, que les ingrédients soient réunis, etc., etc., etc. Et c'est vrai que quand on regarde toutes ces probabilités, il y a une chance que le vivant se soit développé ailleurs. C'est pas forcément une probabilité qui est gigantesque, mais elle n'est pas nulle. Donc voilà, ça permet de guider un petit peu ces différentes recherches. Alors, une question pourrait se poser, c'est finalement laïcité et astronomie. Ouais, on est parti dans les étoiles, mais est-ce qu'on est en lien vraiment avec la laïcité et cette liberté de conscience ? Alors, je ne sais pas, Tristan, si tu connais un petit peu Giordano Bruno, et si tu pourrais nous en parler, parce que je trouve que c'est assez éclairant son exemple en termes de laïcité. Alors oui, c'est vrai que Giordano Bruno, c'était un très bon exemple, notamment parce que, comme on a pu le dire tout à l'heure, il a un petit peu mal fini, mais il n'a pas forcément été condamné au bûcher à cause de ses travaux scientifiques, mais notamment parce que c'était un peu un blasphémateur. Donc il avait plutôt tendance à critiquer tout ce qui venait de l'ordre divin. Et en plus, Giordano Bruno, c'est vraiment un des meilleurs exemples de ce qu'on peut
attendre actuellement en astronomie, parce qu'il avait vraiment une position sur une infinité de mondes, et ça colle presque finalement à ce qu'on observe aujourd'hui, donc il avait quand même une très bonne intuition. Et alors forcément, quand on questionne le lien entre la laïcité et l'astronomie, moi j'en ai aussi un petit peu parlé aux alentours, et forcément on m'a dit mais c'est quoi le rapport? Et souvent on m'a justement dit ah oui, l'astronomie et la religion. Donc forcément c'est des noms voilà, qui circulent un petit peu. Souvent quand on pense laïcité, parfois on pense aussi religion. Et justement ce qui est beau avec l'astronomie, c'est que c'est une science qui s'est développée avec un petit peu toutes les religions différentes. Et donc finalement, c'est un peu ce que prône aussi la laïcité, c'est l'expression libre à chacun de pratiquer ses différentes croyances. Et finalement, l'astronomie, elle s'est un petit peu développée en parallèle de toute l'histoire du monde et des différentes croyances qui ont existé au fur et à mesure du temps. Par rapport à ça, pareil, en cours de route, j'ai pensé à l'origine de l'univers dont vous nous avez parlé. Il y a 13 milliards 700 millions d'années, qui dit origine, comme ça, pour quelqu'un qui réfléchit juste au niveau du matériel et pas de la physique. Une origine, il y a quelque chose qui arrive, qui ne vient pas de rien. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, par rapport aux croyances et au savoir, donc le physicien va dire, d'après ce que j'en sais, on ne sait pas. Il y a quelque chose, une singularité. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a besoin d'affiner la théorie. Et puis, le métaphysicien, religieux ou pas, va dire il y a eu une transcendance, une expression alors divine ou autre. Plus facile, c'est de parler d'un Dieu, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, qui a permis l'émergence de quelque chose à partir de rien. Mais je pense que si on fait ça, on intègre quelque chose dans la science qui n'est pas de la science. Donc on a le droit de le faire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et les religieux qui vont nous dire oui, mais tout a été créé par un être transcendant, pour schématiser puis pour blesser personne, interprètent un fait métaphysique et pas un fait physique. Et donc moi, ce que j'ai envie qu'on pointe vraiment, c'est qu'on a le droit de dire « je ne sais pas ». On a le droit de dire, nous, en tant que personne, je ne suis pas physicien, en tant que personne, je ne sais pas, je demande à des chercheurs qui peuvent, et puis qui vont me dire, il y a un moment où on ne sait pas non plus. Alors, libre à vous d'aller trouver une explication qui va vous satisfaire, qui va vous faire du bien, ou qui va vous faire peur, mais c'est votre liberté. Donc, pour moi, c'est le lien avec ce qu'on appelle laïcité, liberté de conscience. On a absolument le droit d'interpréter la science comme on veut, sauf que la science, c'est la science, et elle ne va pas se permettre de dire ça, c'est une erreur ou pas. Elle va dire je ne sais pas. Et c'est là la différence. Et c'est ça où on a besoin, nous, d'être rassurés quand on est en prise avec des personnes qui vont dire ah oui, mais la Terre est plate, oui, la Terre est cylindrique, oui, c'est un cube, oui, c'est... etc. Vous parliez d'Aristote aussi, donc Aristote a dit je vais être poli, plein de bêtises, mais il avait le droit de les dire, puisque ça permet après à d'autres de dire, regardez, si on observe, etc. Donc je vais m'arrêter de dire, moi j'adore entendre parler de science, parce que déjà ça nous fait remarquer qu'on ne sait pas tout, et puis surtout ça nous fait remarquer qu'il y a une méthode pour savoir. Et c'est cette méthode-là qui est importante de connaître un peu, plutôt plus que pas assez, parce que c'est fondé sur l'observation. Et on peut observer, mesurer, et puis en tirer les conséquences. Mais on peut tirer les conséquences, n'importe lesquelles, si on n'est pas scientifique. Mais si on est scientifique, on ne peut pas tirer n'importe quelle. Alors oui, c'est vrai que la science, finalement, c'est un état de l'art à un instant donné. Donc forcément, on sait qu'on ne sait pas tout, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de chercher. Et c'est ce qu'on fait en science. Alors, on sait qu'on ne se trompe pas sur tout, parce que si on se trompait sur tout, je pense que vous n'utiliserez pas de téléphone intelligent, vous n'utiliserez pas les GPS, etc. Il y a des choses qu'on a compris, qu'on commence à maîtriser, et forcément, l'objectif de la science, c'est de s'approcher le plus possible de la vérité.
Et après, il faut aussi avoir la modestie de dire que peut-être cette vérité absolue, on ne l'atteindra pas. Ou pas tout de suite, il faudra peut-être attendre vraiment des technologies bien plus puissantes et nous laisser le temps. Finalement, on est une espèce très jeune pour essayer d'améliorer un petit peu notre vision et voilà, ce qu'on pense être la vérité. Des choses, il y a vraiment des faits scientifiques qui sont irréfutables, et d'autres qu'on peut encore améliorer. Et c'est ça aussi le dilemme en science, c'est qu'il y a d'un côté les faits scientifiques avérés, et d'un autre côté la recherche scientifique qui propose des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y en a des fausses. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Et là, on rejoint un petit peu finalement Aristote, une méthode un peu empirique. Et finalement, c'est ça la science, c'est un mélange un peu entre Platon, essayer de conjecturer des théories et essayer par l'observation, l'expérience, la méthode scientifique, etc., de faire en sorte qu'on ait un lien entre les deux et qu'on puisse avancer. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille en équipe, parce que chaque chercheur va avoir sa spécialité. Et maintenant, on commence quand même à accumuler beaucoup de connaissances et c'est impossible à détenir pour une seule personne. Donc chacun apporte sa petite brique, et c'est pour ça que c'est important d'échanger et d'avoir un peu le vocabulaire des différents professionnels. Et c'est pour ça que l'exobiologie, par exemple, est un domaine intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Il n'y a pas vraiment d'exobiologistes. Il y a des mathématiciens, des physiciens, des géologues, des chimistes, des physiciens qui vont travailler en équipe pour répondre à des questions d'exobiologie. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi la modestie, rester humble et d'essayer de comprendre le vocabulaire qui est propre à chaque thématique. Et comme ça, on peut se comprendre, c'est quand même plus facile. Et voilà, vraiment apporter notre petite brique. Et forcément, comme on le disait tout à l'heure, là, c'est vraiment le côté scientifique. Mais là, on commence à se poser des questions qui sont de l'ordre de la métaphysique. Et forcément, quand on n'a pas de réponse, parfois, ça peut être rassurant d'en apporter une, et c'est vrai que c'est ce que fait plusieurs courants spirituels, d'apporter en fait une réponse à ces interrogations que finalement tout le monde se pose un petit peu. C'est vraiment de la philosophie, et parfois la religion peut apporter une réponse, et après libre à chacun de croire si ça peut leur apporter quelque chose. Est-ce que je voulais savoir si c'était de la science-fiction de parler des multivers. En ce moment, on parle beaucoup des multivers. Savoir si ça peut nous traverser. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas à cause de ça, quoi. Et aussi, l'univers, il y a 13 milliards d'années, un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Maintenant, on dit que l'univers est fini, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que vous dites ça? Alors là, il y a beaucoup de questions. C'est vraiment sur finalement la nature de notre univers. Alors, si on parle déjà de la nature de l'univers, où on en est un peu actuellement, c'est finalement l'univers, c'est un peu comme une pizza. Pour paraphraser un astrophysicien, M. Hervé Dole, il faut imaginer que la matière, c'est à peu près les olives sur la pizza. Donc c'est une toute petite partie de l'univers. Ensuite, on va avoir la matière noire, ça va être à peu près la garniture de la pizza. Et ensuite, on va avoir l'énergie sombre, qui est tout le reste de la pizza. Donc finalement, nous on commence à observer un petit peu la matière, donc vraiment pas grand-chose finalement. Donc voilà, là on en est un petit peu dans ces questionnements vraiment sur essayer de comprendre ce qu'est cette matière noire, la caractériser, mieux comprendre l'énergie sombre, et ça, finalement, c'est la grande majorité de l'univers et on n'en sait rien. On commence tout juste à appréhender un petit peu ces notions. Et alors, si on va un peu plus loin, on pourrait aussi parler du multivers. Alors, si déjà on ne comprend rien à un seul univers, alors si en plus il y en a une multitude, c'est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode dans la science-fiction. Dans toutes les séries, on commence à parler du multivers, des différents univers, etc. Alors, il y a un fond de vérité, c'est que le Big Bang et notre univers, c'est, on va dire, la solution la plus probable aux équations mathématiques qui régissent un petit peu l'univers. Mais il y aurait probablement quelques solutions qui seraient en faveur
d'un multivers. Donc, c'est pas totalement de la spéculation, mais ça reste peu probable. On parle de multivers avec des dimensions multiples, des univers avec 12, 15 dimensions. Alors là, oui, après, c'est vraiment très complexe parce que toutes les lois de la physique répondent en fait aux lois de notre univers. Si on part dans un autre univers, peut-être que toute notre physique est fausse. Et alors là, voilà, je ne vais pas m'avancer parce que ce serait vraiment de la spéculation. Oui, on n'est pas sorti encore. Hein. Ah oui, déjà on commence à explorer et voilà, là c'est vraiment des échelles qui nous dépassent. Oui, j'ai une question. Il semblerait que la NASA et d'autres commencent à parler d'OVNI et que ce soit plus dans la négation la plus totale. Qu'en est-il et est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors oui, forcément, ce sont des phénomènes qu'on étudie beaucoup, hein, les ovnis. Alors moi, je pense qu'on devrait plutôt parler d'OVPEI, des objets volants pas encore identifiés. On commence à en identifier de plus en plus. Alors il en reste quelques-uns qui semblent un petit peu délicats. Bon, je pense qu'on n'a tout simplement pas encore trouvé la signification. Je suis pas sûr qu'on voit débarquer tout de suite les petits hommes verts. Mais voilà, c'est des interrogations qui se posent et forcément, on surveille le ciel, que ce soit pour tous ces phénomènes lumineux qu'on ne comprend pas toujours, ou même faire de la météo spatiale, surveiller le soleil, les astéroïdes qui pourraient potentiellement tomber sur la Terre. Donc voilà, c'est un petit peu quelque chose du même ordre. Et donc les ovnis, voilà, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Américains en ce moment. Mais voilà, je ne doute pas qu'on trouvera des explications à ces différents enregistrements, sachant que ce qui reste encore un mystère, c'est très complexe parce qu'on ne sait pas exactement d'où ils proviennent. Et donc si on ne sait pas où a été observé précisément ces phénomènes lumineux, c'est très difficile de trouver une explication. J'ai encore quelque chose qui me vient à l'esprit. Vous parliez des lois de l'univers et je mets ça en lien avec ce que je disais sur le côté métaphysique. Les lois de l'univers, elles viennent d'où ? Est-ce qu'elles sont arrivées en même temps que l'univers ? Est-ce que c'est l'humain qui les crée ? Apparemment non, puisqu'elles sont là, indépendamment de nous. Comment est-ce qu'on y a accès ? Enfin, en fin de compte, ma question, c'est est-ce que les lois de l'univers font partie de l'univers ? Alors oui, d'une partie, c'est vrai que l'univers se comporte d'une certaine façon. Et justement, le travail d'un physicien, c'est d'essayer de comprendre comment l'univers fonctionne. C'est ce qu'on essaye de faire avec les différentes lois physiques. Alors, on aimerait réussir à simplifier un petit peu tout ça parce qu'on a les lois un peu plus newtoniennes de la gravitation, des choses qui se passent à des échelles immenses. Et on a aussi toute la physique quantique, des choses, des interactions qui se passent à l'échelle microscopique, même beaucoup plus petit. Et un des défis de la physique moderne, c'est justement de réconcilier ces lois à de grandes échelles aux lois à toutes petites échelles. Donc finalement, d'unifier toutes les lois physiques en une seule loi qui décrirait finalement tout l'univers. Et voilà, c'est vraiment un défi majeur. Alors moi, je ne suis pas forcément un spécialiste de la physique des particules, etc. Mais c'est vraiment le défi majeur d'unifier un petit peu tout ça. Et quand on regarde en fait les différentes représentations, forcément, l'univers, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un qui appuie sur « on » pour le lancer. Ça peut être une interprétation et c'est pour ça que finalement, toutes ces théories cosmologiques ne sont pas forcément incompatibles avec la foi parce qu'on peut toujours repousser le problème et dire qu'à un moment, il a fallu une intervention divine pour lancer un peu le système. Mais on pense aussi que ça pourrait être seulement le fruit du hasard. Alors, je sais que forcément, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde, mais peut-être que c'est aussi la solution. Et le temps dans tout ça ? Alors ça, c'est une notion très difficile parce que j'ai appris pendant mes études que le temps n'existait pas, que finalement, seule la durée existait. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'espace-temps, et ça pose plein de problèmes, notamment, je ne sais pas si vous êtes assez sensible à tous ces films de science-fiction, mais forcément, quand on voyage sur des planètes, etc., forcément, on n'est pas forcément sur des temporalités qui sont les mêmes. Et ça, c'est très difficile pour les scénaristes.
Donc il faut un petit peu s'adapter, et ça illustre un petit peu le paradoxe des jumeaux. Par exemple, si on prend un humain sur Terre et qu'on prend son jumeau et qu'on l'envoie à une vitesse très très élevée, très proche de la lumière, faire le tour d'objets très massifs, et le temps ne va pas se dérouler de la même façon, la durée va être différente, tout simplement parce que plus on s'approche d'un corps massif, plus le temps va un petit peu ralentir. Et donc si on fait cette expérience, alors c'est très conceptuel, on envoie le jumeau très très rapidement, très très loin autour d'un corps massif, on le fait revenir quand même ensuite sur Terre, et finalement les deux jumeaux, quand ils reviennent sur Terre, ils n'auront pas le même âge. Alors là, ça paraît vraiment de la spéculation, mais en fait, on a pu expérimenter un petit peu cette théorie, notamment avec des horloges atomiques, une sur le sol, une sur un avion. Donc là, on se rapproche quand même à des vitesses qui sont assez élevées. Alors, on est très très loin de la vitesse de la lumière, mais voilà, on peut quand même réussir à avoir des vitesses assez élevées. Et quand on fait ce genre d'expérience, on se rend compte que quand on compare après le temps au niveau des deux horloges atomiques, qui ont été bien calibrées, bien sûr, auparavant, on voit qu'il y a un petit décalage temporel entre les deux horloges. Alors bien sûr, ça ne va pas se voir comme nos deux jumeaux qui vont avoir des années de différence, ça va se jouer sur une quantité infime, vraiment beaucoup plus petite que des secondes, mais c'est quantifiable. Alors je reviens sur cette notion finalement, laïcité, je rappelle, dans la première phrase de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État, la République assure la liberté de conscience. Le reste, c'est le découlement. Donc liberté de conscience, finalement, on va vers l'émancipation. Et finalement, ce travail par rapport à toutes les croyances, religieuses ou pas, il faut pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant dans aussi ce que tu disais, c'est que finalement, dans la science, comme l'astronomie, mais aussi beaucoup d'autres sciences, on formule des hypothèses, et après qu'on les a expérimentées, soit elles sont fausses et on s'en débarrasse, soit elles sont vraies, ça devient éventuellement des théories, après tout un processus qu'on appelle le consensus scientifique. Et donc, une fois que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant dans le processus scientifique, c'est que si on arrive à une nouvelle preuve qui invalide la théorie précédente, on va arriver sur une nouvelle théorie. Alors oui, c'est vraiment, ça fait partie de la démarche scientifique. Comme je vous disais tout à l'heure, la science, on a vraiment un instant T de la connaissance. Et cette connaissance, elle peut être un peu biaisée, on n'a pas forcément la vérité absolue. Et donc finalement, on élabore différentes théories. Et comme tu le disais très bien, parfois on a des contre-arguments. Et donc forcément, il faut continuer à chercher. Il faut faire en sorte d'affiner un petit peu les modèles. Finalement, c'est un peu ce qu'on a fait lors de l'histoire de l'astronomie. Quand je vous disais que pendant un millénaire, il s'est presque rien passé entre le modèle géocentrique de Ptolémée et le modèle héliocentrique de Copernic, en fait, il s'est quand même passé des choses. On se rendait bien compte que le modèle de Ptolémée, il collait pas exactement aux observations. Alors, ce qu'on a fait, on a essayé d'améliorer les modèles. On faisait plein de cercles un petit peu concentriques, et juste avec plein de cercles, on arrivait quand même à un petit peu se rapprocher des observations. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut pas se leurrer. Et il faut tenter un petit peu autre chose. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec la science. Un exemple que j'aime bien donner, c'est aussi avec le développement des technologies. On peut, par exemple, revenir au niveau de notre éclairage. À un moment, on s'éclairait avec des bougies. Et alors, on peut imaginer qu'il y a différentes équipes. Une équipe qui va être très terre à terre et qui va faire en sorte à chaque fois d'améliorer la bougie, de faire à chaque fois une meilleure bougie, et finalement, on s'éclaire toujours à la bougie. Et il y a une autre équipe qui part un petit peu, un peu partout. Donc ça peut s'apparenter un peu à la recherche fondamentale. On tente des choses. Et alors un jour, il y en a un, il fait ça, et il découvre l'électricité. Et finalement, avec quoi on s'éclaire actuellement? Plus trop avec des bougies, alors ça arrive de temps en temps, mais majoritairement avec l'électricité. Et voilà. La science, c'est toujours un jeu entre essayer d'améliorer nos connaissances actuelles et parfois, avoir un peu une étincelle, si on veut rester dans le même champ lexical, pour réussir à trouver autre chose. Et la science, c'est vraiment ça.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux champs scientifiques, un peu la recherche un peu plus terre à terre et celle, on va dire, fondamentale. Alors c'est des temporalités différentes, c'est assez complexe parce qu'on est dans des modèles aussi économiques où on a besoin d'avoir des résultats assez vite, des rentrées d'argent, etc. Mais je pense qu'il y a forcément besoin aussi de recherche fondamentale, même si ça dure plus longtemps, parce que c'est souvent avec ce type de recherche qu'on fait vraiment de grandes avancées. Elles arrivent moins souvent, mais elles nous permettent de passer un cap. Alors dans les religions aussi, on a vu que le passé, il y a eu des troubles et des volontés d'arrêter la science et de contre-attaquer la science. Et puis on voit aussi des croyances ou des nouvelles croyances aujourd'hui qui sont aussi très rétrogrades. Alors, tu as cité le créationnisme. Le créationnisme, cette croyance qui est née aux États-Unis, qui pense que la Terre a que 8000 ans, puisque c'est écrit dans la Bible, alors qu'on a bien compris le nombre de milliards d'années qu'avait cette planète. Mais il y a aussi, par exemple, les platistes. Alors, les platistes, eux, ils pensent que la Terre est plate. Voilà, donc c'est les nouvelles théories fumeuses, théories du complot. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu tout cela ? Alors oui, c'est aussi un défi de la science de pas faire en sorte que la science appartienne à un monde un peu élitiste où on garde finalement le savoir que pour nous. C'est pour ça qu'il faut transmettre des connaissances et les transmettre au plus grand nombre, parce que je pense qu'un objectif, et l'objectif de tous les scientifiques, c'est de faire en sorte d'élever la société, et ça, il faut en faire profiter au plus grand nombre, pour justement pas qu'on se retrouve dans des conditions où on va réfuter des faits qui sont finalement indiscutables. Et c'est vrai que les platistes, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de contrer la vision qu'on a de la Terre qui est sphérique. Et voilà, il y a finalement plein d'expériences sensibles au quotidien qui montrent que la Terre est sphérique. On a en plus maintenant des technologies qui nous permettent de prendre en photo notre propre planète. On voit bien qu'elle n'est pas plate, ou alors il faut vraiment être très très bon en Photoshop pour réussir à contrer tout ça. Et en fait, il y a même des platistes qui font des expériences, parce qu'ils ont aussi une démarche, je ne peux pas dire scientifique, mais ils ont une démarche pour faire plein d'expériences et pour essayer de prouver qu'ils ont raison et que la Terre est plate. Et souvent, tous les résultats de leur expérience prouvent que la Terre est sphérique. Mais au lieu de dire, finalement, toutes nos expériences prouvent qu'elle est sphérique, ils vont se dire, on a dû mal réaliser notre expérience, et c'est pour ça que les résultats ne sont pas concordants avec ce qu'on pense. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, il ne faut pas qu'on dise, on va aller trouver le vivant ailleurs, parce que forcément, quand on dit ça, on conditionne un petit peu notre façon de penser, et c'est pas ce qu'il faut faire en science. En science, il faut chercher, mais il ne faut pas s'attendre à trouver quelque chose, parce que si on s'attend à trouver quelque chose, forcément, on est un peu biaisé. Et c'est là qu'on a une différence entre vraiment une démarche rigoureuse de la science et des démarches qui sont beaucoup moins rigoureuses. Et dans le cas des thèses complotistes, on a même totalement un refus de la science, et on l'a vu très récemment, notamment aussi pendant la période du Covid, avec toutes les avancées qu'on a pu faire avec la médecine. Et là, on avait aussi un refus, et on peut l'entendre. Et je pense que là, c'est aux scientifiques de faire attention et de bien expliquer les propos pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et parfois, il y a eu des manquements à ce devoir, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans des conditions un petit peu problématiques. Le musée de l'air et de l'espace au Bourget, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, le musée de l'air et de l'espace, c'est le premier musée mondial de l'aviation, parce qu'on a vraiment les plus vieilles collections au niveau de l'aviation. Alors forcément, maintenant, c'est aussi le musée de l'air et de l'espace, parce que finalement, qu'on lance des avions, des bombes ou des fusées, on se rend compte que ça reste de la balistique, un petit peu tout ça. Alors, c'est un musée très très grand, qui se situe un peu au nord de la région parisienne, au Bourget. C'est un musée qui fait 12 hectares. Forcément, il faut de la place, puisque nos objets de collection, ce sont pour la plupart des avions. Et on va justement raconter l'histoire de l'aviation depuis les pionniers de l'air jusqu'à, on va dire, l'aviation, qu'elle soit militaire ou civile.
Et donc on va avoir plein de nouveautés dans les prochaines années. Donc si vous avez pas eu l'occasion de visiter ce musée, je vous le recommande fortement. L'entrée peut être parfois un petit peu onéreuse, mais sachez que chaque premier dimanche de chaque mois, le musée est gratuit. Donc voilà, le musée est là pour tout le monde. Et c'est effectivement intéressant, un musée, dans une démarche de compréhension scientifique pour éveiller les esprits. Une question par rapport, tu parlais des cheminées sous-marines, finalement, comment tu disais, rappelle-nous? Les fumeurs noirs. Les fumeurs noirs. Avec des êtres vivants qui ne vivaient sans oxygène. Donc ça aussi, ça me semble intéressant de s'arrêter ça sur vivre sans oxygène. Parce qu'on a toujours eu l'impression que le vivant, c'était absolument obligatoire. Et puis, j'écoutais France Culture lundi. Il y a une émission qui s'appelle La Science CQFD avec Natacha Triou. Et dans cette émission, on parlait d'une espèce vivante, un mammifère, qui s'appelle le ratopnu. Et le ratopnu, alors c'est une espèce un petit peu particulière, c'est un mammifère. Et on s'aperçoit qu'on peut la priver d'oxygène pendant 10 minutes et elle continue à vivre. Alors, et elle expliquait que, en fait, l'espèce arrive à développer de l'énergie autrement que par l'oxygène. Donc c'est intéressant ça aussi. Et donc, pourquoi je pose cette question? Puisqu'on est aussi dans la recherche du coup astronomique et puis trouver aussi avec des tentatives de recherche de la vie. Quelles sont les méthodes finalement pour trouver potentiellement la vie? Est-ce qu'on s'intéresse que à la consommation d'oxygène ou à autre chose? Alors on s'intéresse forcément à autre chose, tout simplement parce que déjà l'oxygène, la respiration, ça n'a pas été quelque chose dès le début du vivant. En fait, les premières bactéries qui se sont développées, notamment sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. Donc, elles ne pouvaient pas respirer. Elles utilisaient d'autres types d'énergie, souvent des échanges avec des substrats rocheux, un peu de l'oxydation, et aussi la lumière, la photosynthèse. Et on a beaucoup plus utilisé la photosynthèse pour justement faire en sorte d'oxygéner un petit peu l'atmosphère terrestre. Et ça a pris déjà beaucoup de temps. Et donc, forcément, quand on cherche le vivant ailleurs, il y a toujours essayer de se calquer par rapport à ce qu'on connaît, le vivant sur la Terre, avec toute la diversité qu'on peut lui trouver, et en même temps, garder un petit peu l'esprit ouvert, parce que peut-être que si le vivant s'est développé ailleurs, il ne s'est pas forcément développé exactement de la même façon que sur Terre. Donc, c'est un mélange entre de l'actualisme vraiment basé, du mimétisme même quasiment, par rapport à la Terre, et en même temps, s'autoriser de chercher un petit peu autre chose. Mais alors, ça veut dire qu'on pourrait aussi partir dans toutes les directions. Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention. On ne peut pas non plus tout s'autoriser parce qu'il faut quand même réussir à contraindre et à définir un peu ce qu'est le vivant. Et ça, d'ailleurs, c'est une grande question. On parlait tout à l'heure des grandes questions des physiciens, essayer de mieux comprendre la structure de l'univers, etc. Il y a aussi une autre grande question, c'est de savoir qu'est-ce que la vie. Et il y a presque autant de définitions de la vie que de champs scientifiques. Et en même temps, c'est très difficile de définir la vie alors qu'on a un seul exemple. Donc c'est pour ça que ça pourrait être aussi intéressant d'en trouver d'autres, parce que si on en trouve un deuxième, on va pouvoir comparer et donner une définition qui sera forcément un peu plus globale que celle qu'on pourrait donner sur Terre. Voilà, c'est tout simplement ce genre de questions qu'on peut se poser. Là, on est vraiment à la frontière entre le vivant et l'inerte. Il y a des caractéristiques qui se rapprochent du vivant, et il y a des choses qui nous semblent indispensables pour le vivant qu'on ne retrouve pas dans les virus. Donc voilà, le virus, c'est un très bon exemple. Je crois personnellement qu'une fois qu'on a une mort physique, qu'il y a quelque chose qui quitte le corps et qui continue d'une autre manière la vie, si on peut l'appeler la vie. Et oui, la question, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? J'ai lu des livres et j'ai fait moi-même une expérience par rapport à ça. Donc, je suis convaincue. Mais la question que je me pose, bien sûr,
c'est après, une fois qu'on a quitté le corps, on a une liberté inouïe. Déjà, je pense qu'on retrouve nos ancêtres, mais après, je pense qu'on a des devoirs, qu'on a des choses qui nous est attribué quelque chose à faire. Je pense à l'abbé Pierre qui disait toujours que le jour où il sera mort, ce seront les grandes vacances. Et je pense qu'il s'est cassé le nez parce que pour moi, la vie, elle continue. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est un peu comme les questions qu'on se posait un petit peu au début. Souvent, c'est vrai que moi, je pose la question des origines, mais on peut aussi très bien parler de qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et là, en fait, on revient aussi sur des questions d'ordre métaphysique. Et alors là, clairement, moi, je ne peux pas apporter de réponse. Je n'en sais rien. Mais mon intuition, ou alors mon sentiment personnel, ce serait que, à contrario, pour moi, après la mort, il ne se passe rien. Alors, après, justement, c'est là que c'est intéressant et c'est libre à chacun d'avoir ses propres convictions. Alors, je sais que il y a aussi des témoignages, des expériences de vie un petit peu après la mort, de choses un petit peu paranormales. Et alors, je sais qu'on en explique beaucoup, mais qu'il en reste aussi en suspens. C'est un peu comme la question des ovnis. Donc voilà, il y a encore des champs à explorer. Alors là, ça dépasse vraiment mes compétences. Il y a d'autres spécialistes qui s'intéressent beaucoup plus à ces questions. Et forcément, ça va être une question qu'il va falloir, à un moment, essayer d'apporter peut-être une réponse. Alors je ne sais pas si on la trouvera un jour, mais c'est comme toutes les questions. Un peu d'ordre un petit peu métaphysique, il faut essayer d'apporter petit à petit les différentes briques et essayer d'avoir au moins des éléments de réponse. Mais pour le moment, on en est très très loin. Je voudrais seulement poser la question à monsieur. Est-ce que vous croyez à l'incarnation ? Moi, je suis un peu un être, on va dire, vraiment très rationnel et je préfère savoir que croire. Alors, c'est assez facile de le faire en français parce qu'on a quand même vraiment une très forte différence entre les deux définitions, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les langues latines, où parfois, entre croire et savoir, ça s'entremêle. Mais moi, c'est vrai que c'est ça qui m'anime, c'est plutôt savoir que croire. Et donc, je ne crois pas en la réincarnation, mais je ne crois en rien. Je préfère savoir. Et pour le moment, pour la réincarnation, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un peu ce genre de questions qui m'anime. Toujours essayer de savoir plutôt que croire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est même dans l'expression qu'on utilise, on dit le premier souffle, le souffle de la création, alors le souffle divin, voilà, on est encore dans l'oxygène. Et on vient de voir que finalement, qu'il y a des êtres qui vivent sans souffle, sans oxygène. Et donc, il y a des formes de vie aussi. Donc, c'est intéressant de comparer comment, même dans nos expressions qu'on utilise, dans notre forme de langage, comment on est héritier d'une culture, voilà, une culture qui a été aussi religieuse à des moments, qui reprend des termes et qui, et parfois, encore une fois, s'émancipe de pensées qui datent pour avoir de nouvelles pensées, de nouvelles approches et de nouvelles comparaisons. Alors, je reprenais le dessin de Jean Cry sur laïcité et astronomie. Y a-t-il d'autres vies dans l'univers, avec ces fameux extraterrestres avec une croix qui viennent voir l'Indien et lui dit « ça me rappelle quelque chose » et il dit à l'Indien « repentez-vous, pauvre terrien ». Finalement, l'extraterrestre, c'est l'étranger. Et on a toujours une peur de l'étranger. Alors, à d'autres époques, quand on n'avait pas encore découvert ce qu'on appelle le Nouveau Monde, l'Amérique, les extraterrestres, c'était les autochtones qui vivaient sur le continent américain. Et peut-être parce que maintenant, il est peut-être un peu plus familier dans la connaissance qui est rentrée dans la culture, qu'on a besoin d'imaginer d'autres croyances ailleurs pour peupler l'inconnu. Et énormément de créatures fantastiques et merveilleuses ont peuplé la planète dans les imaginaires et dans les croyances et dans les religions, avant que, démystifiant, sécularisant même progressivement la société, on explique les choses rationnellement et on a moins besoin
de se référer à la divinité, aux divinités, en fonction des époques, aux croyances. Donc je voudrais un petit commentaire sur ces questions. Alors oui, c'est vrai qu'on a l'impression un peu que l'histoire, c'est un peu comme un cycle et qu'on retrouve un petit peu les mêmes questionnements, mais à différentes échelles. Alors, c'est vrai qu'on a toujours un peu la peur de l'étranger et c'est vrai que les autochtones, ça peut marcher, mais je pense que les autochtones ont eu encore plus peur des colons que les colons ont eu peur des autochtones. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure de Stephen Hawking, et dans différentes œuvres qu'il a pu publier, justement, il aime bien parler de finalement ce qui s'est passé avec notamment la colonisation, et de voir s'il y avait des êtres vivants extraterrestres supérieurs à l'humanité, peut-être qu'il faudrait qu'on commence à s'inquiéter pour notre survie et pour finalement la biosphère terrestre. Parce que nous, on a, alors je dis nous, l'espèce humaine, aime bien coloniser. C'est ce qu'on commence un peu à faire avec un peu l'exploration spatiale. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Et en même temps, s'il y avait des extraterrestres dotés d'une certaine technologie, etc., peut-être encore plus grande que la nôtre, peut-être que c'est eux qui pourraient venir aussi coloniser la Terre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a alimenté plein de films de science-fiction. Donc c'est vraiment une notion qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas répéter justement les erreurs qu'on a pu faire par le passé. Je reviens un petit peu en arrière là, sur ce qui a été dit sur la vie et sur les conditions extrêmes autour de la vie. Il y a quand même ces derniers temps, depuis quelques années, 2 travaux qui sont lancés, l'un sur une petite bestiole de quelques millimètres qui s'appelle le tantigrade. Et si j'ai bien compris, mais je n'ai pas suivi tout à fait, il y en a un qui est en ce moment sur la Lune, alors qu'il n'y a aucune atmosphère sur la Lune. Et puis l'autre bestiole, mais on ne sait pas si c'est une bête ou quoi que ce soit, c'est le blob. Alors oui, c'est de bons exemples. Alors le blob, on commence à en cultiver même dans la Station spatiale internationale. Alors ça, c'est très intéressant de faire des expériences en dehors de la Terre, parce que c'est très bien de comprendre tous les phénomènes terrestres, mais si on les comprend que sur Terre, est-ce qu'on en a vraiment compris toute l'essence? Et c'est pour ça qu'on fait des expériences aussi au-delà, parce qu'on va pouvoir comparer. Et si on comprend aussi comment, par exemple, pousse une plante dans l'espace, ça veut dire qu'on a vraiment compris comment pousse une plante. Au moins, on a un deuxième exemple, un deuxième environnement. Concernant le tardigrade, c'est vrai que c'est un peu le champion du monde des extrémophiles, un peu indestructible. Il a la capacité, en fait, de se mettre en dormance quand les conditions ne sont pas propices à son développement. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, il y a une mission qui a été lancée vers la Lune qui comprenait des tardigrades. Et malheureusement, cette mission a été un échec cuisant. La mission s'est échouée sur la Lune, mais on pense que les tardigrades ont survécu. Donc si on pouvait aller les chercher et les ramener sur Terre, au moment où ils reviendraient sur Terre, ils auraient certainement des conditions beaucoup plus clémentes et ils pourraient un petit peu se remettre en marche. Donc oui, voilà, c'est vraiment des organismes très intéressants. Et alors il y a plusieurs façons d'aborder un petit peu l'étude de ces organismes. Tout d'abord, pour la médecine aussi, essayer de mieux comprendre comment, en fonction des caractéristiques de différents êtres vivants, on pourrait être capable d'améliorer la médecine et finalement la longévité un peu de l'espèce humaine. Et en plus, tous ces phénomènes, c'est important pour la connaissance propre de ces extrémophiles. Et mieux on connaît les extrémophiles, mieux on peut essayer aussi d'appréhender différents types de vie sur les autres mondes, et en espérant qu'on pourra bientôt en explorer des encore plus lointains que ceux du système solaire. Je crois que le tardigrade est tellement puissant qu'il résiste même aux bombes nucléaires, d'après ce que j'ai entendu. Donc c'est intéressant ce terme extrémophile, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Alors oui, c'est un terme très intéressant et je pense qu'on l'utilise mal d'ailleurs, parce qu'un extrémophile, c'est des conditions extrêmes par rapport aux conditions de vie de l'espèce humaine. Mais un extrémophile, il est totalement content d'être dans ses propres conditions. Donc voilà, c'est l'extrémophile. Il est dans des conditions qui sont extrêmes pour l'espèce humaine, mais des conditions optimales pour son espèce. Donc voilà, c'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu ambigu.
J'ai entendu aussi là, des scientifiques avaient réveillé des vers qui étaient congelés depuis la dernière glaciation, il y a 30 ou 40 000 ans. Alors oui, on commence aussi à s'intéresser à des espèces parfois même disparues. Alors on pourrait parler du mammouth par exemple. Et on se pose la question, est-ce que ce serait intéressant de remettre un petit peu en route des espèces disparues depuis longtemps? Alors là, c'est un sujet qui est un peu sujet à controverse, hein, tout simplement. Parce que là, ça veut dire qu'on commence à manipuler un petit peu le cours de l'histoire. Et est-ce qu'on ne se prendrait pas un petit peu pour l'égal des dieux? Et donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose de très complexe. On peut en parler pour les mammouths, on peut en parler pour les dinosaures. Alors les dinosaures, on n'a pas d'espèces vraiment actuelles qui sont apparentées. Alors que pour le mammouth, c'est vrai qu'on a les éléphants ou qui partagent d'un point de vue génomique beaucoup de correspondances. Moi, je suis pas forcément d'avis de faire ce genre d'expérience. Alors, c'est vrai que pour la connaissance absolue, tout peut être intéressant, mais je pense que il y a des limites et il y a aussi une certaine éthique à avoir quand on fait de la science. Et là, je pense que ce serait franchir le pas. Mais ce n'est que mon avis. On vous réservera une émission sur l'éthique courant de cette saison. Si tous les humains étaient créationnistes, quelles conséquences ça aurait sur la science et notre civilisation? Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait se projeter dans un monde où tout le monde pense que l'humanité a été créée. Je pense qu'on pourrait vivre avec cette philosophie. Faut imaginer que dans l'histoire, là, je crois qu'avec les différents chiffres actuellement, en France, je crois qu'on a dépassé la barre de plus d'athées que de religieux. Mais forcément, ça veut dire que ça n'a pas été le cas dans l'histoire. Donc, je pense qu'on a vécu à des périodes de l'histoire où il y avait beaucoup plus de croyants. Et voilà, le cours des choses a continué. Donc, c'est pas forcément une contrainte pour le vivant. C'est finalement un choix de vie. Mais on peut très bien vivre avec une société que de croyants. Et d'ailleurs, on pourrait aussi très bien vivre avec une société que d'athées. Donc voilà, c'est différentes proportions. Et je pense que ce qui fait aussi la beauté du monde, c'est peut-être l'harmonie et la tolérance avec ces différents profils de personnes et la bonne entente entre tout le monde. Juste une remarque, donc par rapport au croire et savoir et par rapport à ce que l'on croit, c'est la liberté absolue de conscience. On peut croire en la réincarnation, on peut croire à la vie, etc., après la mort, etc. La question qui se pose, c'est pas d'empêcher ou de juger ça. La question qui se pose, c'est des gens qui sont dépositaires d'un pouvoir religieux peuvent, donc de ces croyances-là, entre autres, peuvent empêcher certaines personnes de travailler au niveau scientifique et d'aller explorer. Galilée, Giordano Bruno, l'obscurantisme est partout. Donc la question, c'est de remarquer que liberté de conscience absolue, on peut absolument croire ce qu'on veut. Et même c'est intéressant parce que comme ça, on peut discuter entre humains, café du commerce. Mais il faut qu'on sache qu'un pouvoir religieux ne doit pas influer sur le pouvoir scientifique. Alors oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. On parlait justement que la science ne doit pas juger les différentes croyances. Et je pense que ce n'est pas du tout le but. Un scientifique n'est pas là pour juger, il est là pour essayer d'apporter une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel on est. Et je parle de l'environnement de l'univers dans lequel on se situe. Et forcément, à l'inverse, ça veut dire que les autorités religieuses n'ont pas aussi à influer sur cette thématique qu'est la science et la démarche scientifique. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des exemples, que ce soit dans l'histoire ou même malheureusement encore aujourd'hui, où on peut avoir peut-être des pouvoirs un peu religieux qui tendent à fléchir un petit peu son positionnement vis-à-vis de la communauté scientifique, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais justement, il faut le combattre avec des armes plus intelligentes. Ne pas faire preuve d'une fermeture d'esprit en tant que scientifique et de rejeter finalement toutes les croyances. Essayer de discuter avec toutes les autorités religieuses et essayer de comprendre aussi un petit peu leur point de vue pour plus facilement faire passer aussi le point de vue des scientifiques, parce que le but de la science, c'est de faire avancer la société
Et ça ne veut pas dire que le but des religions, c'est de les stopper. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Tout le monde œuvre, je pense, pour un peu sa paroisse, même finalement les scientifiques. Et l'idée, c'est justement de pouvoir vivre un petit peu tous ensemble. C'est finalement du bon sens. La croyance, elle est intéressante parce qu'elle permet de formuler des hypothèses. Pour vérifier une hypothèse, il faut avoir déjà de l'idée, une hypothèse. Donc, c'est une forme de croyance, une hypothèse. Il n'y a pas qu'une croyance religieuse qu'on va après soumettre par plein d'expériences pour voir si elle est vraie ou pas. En sociologie, on va émettre des hypothèses qu'on va vérifier aussi. Tiens, c'est encore une autre approche, une science humaine. Voilà. Mais finalement, heureusement que cette force d'imagination qu'a l'humain notamment, puisque là nous parlons des humains, va être un intéressant outil pour le scientifique pour pouvoir tester. Parce que tu disais tout à l'heure, finalement on cherche mais on ne sait pas ce qu'on cherche, mais il faut quand même avoir une idée parfois pour la formuler en hypothèse, pour pouvoir la tester là-dessus. Donc quel serait finalement ce rapport à la fête de cette croyance ? Et oui, forcément, on ne peut pas avoir juste une recherche désintéressée totalement. Parfois, on a quand même une intuition, une hypothèse qu'on pense un peu plus forte qu'une autre. Et c'est pour ça qu'on a parfois aussi des débats scientifiques. On ne débat pas qu'avec les religieux, et heureusement, on débat aussi entre nous. Et c'est aussi le débat qui permet de faire avancer les choses. Une bataille d'arguments, d'essayer d'écouter l'autre, de comprendre le point de vue. Et un scientifique, comme on le disait aussi tout à l'heure, n'a pas toute la connaissance. Et c'est pour ça qu'il a besoin aussi d'échanger avec différentes disciplines, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une compréhension un peu plus globale des phénomènes, et c'est souvent comme ça qu'on reste pas avec un angle un petit peu très obtus sur nos convictions. Finalement, en science, on peut aussi croire, mais l'objectif toujours d'un scientifique, c'est quand même de tendre vers la vérité. Je vois que notre caricaturiste a en faire encore quelques merveilles. Voyons voir un peu. Merci, moi je ne savais pas qu'il y avait de l'eau partout. Je pensais, j'étais dans la croyance que l'eau, il n'y en avait que sur Terre, et que c'est pour ça qu'il n'y avait que de la vie sur Terre, comme quoi. Hein. Donc voilà, donc un dessin où on a un astronaute qui est sur Mars, et donc astronomie, il y a de l'eau sur Mars, et donc il dit super, j'ai des glaçons pour mon Ricard. Donc il est parti avec son Ricard sur Mars, voilà. Parce que c'est vrai, ça peut être gênant quand même. Alors c'est très intéressant, parce que forcément, on ne va pas forcément apporter du Ricard sur Mars, mais la question se pose un jour de l'exploration humaine de la planète, et on commence un peu à la préparer, notamment le dernier robot américain, Perseverance, a différents instruments à bord, et un de ces instruments, alors c'est pas pour faire des glaçons, il s'appelle MOXIE, c'est pour créer de l'oxygène. Tout simplement, en fait, il utilise le dioxyde de carbone atmosphérique présent sur Mars pour créer des molécules d'oxygène pour essayer de préparer un petit peu ce qu'on pourrait faire une fois qu'on aurait un équipage humain sur Mars pour finalement remplir leur bouteille d'air. Donc c'est pas pour les glaçons, mais c'est pour la respiration et c'est aussi utile. Et puis un autre dessin, c'était à propos de Giordano Bruno, parce qu'on connaît nos églises, elles ont une certaine capacité quand même à détruire ce qui peut être un peu intelligent parfois. Et donc le titre, c'est toujours laïcité et astronomie. Giordano Bruno brûlé vif par l'Inquisition. Et donc il est représenté sur un bûcher avec plein de gens qui le traitent d'hérétique et dit « Ok, le soleil tourne autour de la Terre, c'était une blague, laissez-moi partir ». Puisqu'effectivement, je crois que plusieurs fois on lui avait demandé de faire un là et puis il n'a pas fait et puis il en est mort, comme on dit. Une question d'un objet assez mystérieux qui absorbe un petit peu tout, puisqu'il absorbe même visiblement la lumière, d'après ce qu'on dit. On parle des trous noirs. Et alors, j'ai entendu qu'on a récemment photographié le trou noir de notre galaxie. C'est bien ça ? Alors oui, c'est vrai que les trous noirs sont des objets un petit peu mystérieux. D'ailleurs, les télescopes actuels vont essayer de mieux comprendre aussi ce genre d'astres. Alors, comme tu l'as très bien dit, ça aspire tout, même la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a appelés finalement les trous noirs. Alors comment on peut prendre en photo quelque chose qui est noir ? Et tout simplement parce que c'est pas vraiment le trou noir qu'on prend en photo, c'est plutôt l'ombre du trou noir ou finalement la petite délimitation, ce qui reste un peu de lumière qui tourne un petit peu autour de ces astres. Parce que faut imaginer que la lumière,
va être aspirée autour de ces astres, et au bout d'un moment, elle va dépasser ce qu'on appelle l'horizon des événements, et à partir de là, il n'y a plus de chemin retour possible, même pour la lumière. Comment on a fait cette prouesse de prendre en photo? Tout simplement, on construit des super télescopes, mais qui sont, on va dire, virtuels. C'est comme si en fait on utilisait plein de télescopes sur la Terre et qu'on les mettait tous ensemble pour créer un gros télescope. Et plus on va avoir un gros télescope, plus on va pouvoir être sensible à beaucoup plus de lumière. En fait, c'est un peu comme quand on fait de la photographie, hein. Plus on va avoir, on va dire, une ouverture élevée, plus on va être en capacité de capter de la lumière. C'est tout simplement ce qu'on fait en astrophysique, en astronomie. Et donc, on a réussi cet exploit. Alors, on l'a fait très récemment avec le trou noir de notre galaxie, mais on l'a fait la première fois avec un autre trou noir, et c'était 100 ans après la découverte finalement de ces objets et la modélisation de ces objets, notamment avec les équations de la relativité d'Einstein. Et on se rend compte qu'entre l'observation faite par ces différentes photographies et les modèles, c'est quelque chose qui concorde exactement. Donc finalement, on ne s'était pas trompé, on avait bien réussi à théoriser un petit peu les trous noirs, et maintenant on le confirme avec l'observation, et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on fait beaucoup en science. On conjecture différentes hypothèses, et parfois on n'a pas les moyens de les vérifier tout de suite, et ça peut prendre beaucoup de temps. Là, dans le cas des trous noirs, ça a pris un siècle, mais parfois ça prend bien plus longtemps pour pouvoir vérifier tout ce qu'on a pu expérimenter, et en tout cas conjecturer. J'ai entendu parler d'une planète qui portait le nom visiblement d'une divinité grecque, comme on en a parlé tout à l'heure, Pluton. Mais visiblement, ce n'est plus une planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, Pluton n'est plus une planète, c'est une question de vocabulaire, je vous rassure, elle tourne toujours autour du Soleil, elle est toujours dans le système solaire. Tout simplement, au début des années 2000, on a découvert plein de petits corps dans le système solaire, comme Makemake, Haumea, Eris, Senna, même Cérès, dans la ceinture d'astéroïdes, et à un moment on s'est posé la question, est-ce qu'on va vraiment faire apprendre à tous nos écoliers une vingtaine de planètes, ou alors on va essayer de faire différentes catégories? C'est ce qu'on a choisi de faire, une catégorie les planètes et une catégorie les planètes naines. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique pour être une planète? Alors il faut être sphérique. Alors vous allez me dire, Pluton, elle est sphérique. Oui, en effet, elle a atteint son équilibre hydrostatique, donc par gravité elle est bien sphérique. Mais par contre, il lui manque l'autre caractéristique, c'est que sur son orbite, il y a plein d'objets. Et pour qu'une planète soit vraiment une planète, il faut qu'elle ait bien fait le ménage sur son orbite, et ce n'était pas le cas de Pluton. Donc finalement, on a décidé de la rétrograder au stade de planète naine en 2006. Pauvre Pluton. C'est un dieu romain, pas grec, comme je disais. Moi, j'ai une question très terre à terre. Avez-vous écrit un livre ou des livres? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'écrire des livres. J'espère que ça viendra. Il y a quelques projets qui sont en cours. Mais par contre, j'ai écrit un article scientifique qui a été publié dans un journal scientifique international, où là, je présentais un peu mes travaux de recherche, du moins une partie, sur la recherche de matière organique à la surface de Mars. Et moi, j'ai pas forcément travaillé avec le robot Perseverance, j'ai plutôt travaillé avec son prédécesseur, qui est le robot Curiosity, dont on a fêté son 11e anniversaire à la surface de Mars le mois dernier. Et l'objectif de mes recherches, c'était de s'intéresser finalement à l'atome de carbone et l'atome d'azote, qui constituent les molécules organiques, et de voir s'il était possible de les détecter avec ce robot martien, notamment avec un instrument qui était un petit peu plus dédié à faire de la minéralogie. Alors l'avantage, c'est que c'était un instrument qu'on utilisait en routine sur Mars, on avait vraiment beaucoup de données. L'inconvénient, c'est que forcément, il était beaucoup moins précis que les instruments dédiés à la recherche de la matière organique. Donc moi, j'ai un petit peu essayé de faire le messager entre les géologues de Toulouse et, on va dire, les chimistes de Paris. Donc on peut dire que déjà, tu as écrit une thèse. Alors oui, j'ai pu travailler sur des travaux de recherche, et d'ailleurs, j'en commence une deuxième, qui cette fois ne sera pas une thèse en sciences naturelles, physiques, mais une thèse en sciences humaines et sociales, sur l'origine et les évolutions technologiques et géographiques des planétariums à projection, et de leurs impacts sur le métier de planétariste, avec un volet majeur sur l'histoire des sciences et des techniques, et un volet mineur sur l'anthropologie. Tout simplement, on en a parlé, les cartes du ciel reflètent un petit peu, on va dire, un héritage culturel
pour les différentes civilisations. Et donc forcément, si on a un héritage culturel différent, on ne va pas forcément transmettre l'astronomie de la même façon dans les différentes régions du monde. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va un peu expérimenter, que ce soit pour le côté vraiment géographique et aussi pour le côté technique. Parce que dans un planétarium comme celui qu'on a au Bourget actuellement, qui est optomécanique, donc un système mécanique d'ampoule qui va pouvoir projeter le ciel, et un planétarium dernier cri, tout numérique, on va même pouvoir s'évader, décoller de la Terre et aller explorer finalement l'immensité de l'univers, on ne va pas pouvoir donner exactement les mêmes clés, et donc on ne va pas pouvoir apprendre exactement la même chose, et donc on va justement essayer de voir comment l'apprentissage de l'astronomie se différencie en fonction des différentes techniques, des différentes régions du monde, et aussi la pluralité des planétaristes, parce qu'on a des planétaristes qui sont plutôt chercheurs, d'autres qui viennent vraiment du monde de la médiation, des gens qui sont bénévoles, et rien qu'au niveau des différentes personnes qui pilotent les différents planétariums, on n'a pas forcément le même niveau de connaissance, et donc forcément ça influe aussi sur la qualité de la transmission en astronomie. Oui, pour l'anecdote, moi, le passage dans un planétarium a déclenché chez moi, alors que j'étais tout môme, une véritable passion pour l'espace et l'astronomie d'une façon générale. Dis-moi, je reviens un peu sur la technique. J'ai lu il n'y a pas longtemps que la Terre ralentissait, tu disais tout à l'heure, le noyau se transforme, mais qu'on était en train aussi de perdre la Lune. Alors oui, et d'ailleurs, c'est très important de parler de ce système Terre-Lune, parce que finalement, quand on regarde le système solaire, on voit que la Terre, qui est une planète plutôt modeste en termes de taille par rapport à nos planètes géantes, a quand même un gros satellite naturel relativement à sa taille. Et on pense que c'est justement la taille de notre satellite naturel qui permet un certain équilibre du système Terre. Et la Terre, elle a un axe de rotation. Et cet axe de rotation, il peut légèrement fluctuer. Et on a quand même une très grande stabilité, nous, sur Terre. Et on pense que ça, c'est très important pour le vivant. Parce que le vivant a besoin d'une certaine stabilité pour évoluer. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve ailleurs. Et donc, ça pose aussi des questions, parce qu'on est quand même dans une époque de l'astronomie où on découvre une multitude de mondes. Et plus on en découvre, plus on se rend compte aussi de l'unicité de la Terre. Donc voilà, ça pose aussi d'autres questions en fonction de notre recherche du vivant ailleurs dans l'univers. Un docteur qui ne finit pas de nous impressionner, quel docteur Christian, puisqu'on va avoir un double docteur bientôt, donc si on comprend bien. Eh bien, un grand merci à Tristan pour être venu ce soir nous découvrir. Merci à notre nouveau animateur qui, je pense, mérite aussi des applaudissements puisque c'était sa première. Voilà. Et puis, merci à Jean-Claude, merci à nos réalisateurs et producteurs qui sont derrière, qui n'ont pas pris la parole, mais qui sont toujours derrière nos émissions. Donc, c'est très important. Parlons laïcité. Et oui, parce qu'on va continuer et on va se retrouver la prochaine fois le jeudi 5 octobre, toujours pareil, 17h-19h pour notre prochaine émission de radio Parlons laïcité. On aura l'invité qui sera Jean-Pierre Sakoun. Jean-Pierre Sakoun est président de l'association Unité Laïque, une association qui est basée sur Valence. Et donc il va venir nous parler de laïcité et petite enfance, notamment petite enfance avec un cas d'une crèche fort célèbre, la crèche Babylou. Il va nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour cette crèche. Et puis, vu les actualités récentes quand même, on s'est dit qu'on va quand même mettre un petit coup sur le scolaire aussi. Donc il va nous parler un petit peu aussi de laïcité et de la scolarité, ce qui se passe un petit peu dans ce monde-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se passent actuellement. Donc voilà, on pensait faire que petite enfance et finalement on va élargir un peu le spectre parce que ça nous semble intéressant. Merci à tous et je vous dis au mois prochain. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.